Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en cette matinée. Aujourd'hui, nous sommes le 8 novembre 2025, il est 8h et nous allons vous accompagner jusqu'à 9h30 comme chaque matinée. Ce matin, en compagnie de notre ami Ahmed Krikassen, c'est donc le mois de la révolution par excellence. Et donc Ahmed a choisi de revenir sur un épisode très particulier de notre glorieuse guerre de libération, à savoir les porteuses de valises, mais aussi toutes ces personnalités, tous ces pays aussi étrangers qui ont soutenu la guerre de libération et qui ont choisi la cause juste et qui ont donc accompagné la guerre de libération. Et aussi aujourd'hui, donc c'est le 8 novembre et c'est la clôture donc, de la 28e édition du Salon international du livre d'Alger. Nous allons faire plusieurs rencontres à travers donc, nos journalistes qui se sont déplacés au niveau donc, de la SAFEX pour rencontrer donc, plusieurs auteurs qui ont édité leurs livres durant cette 28e édition. Et aussi, nous allons parler de santé ce matin, particulièrement de nutrition et surtout pour les personnes qui décident de faire des régimes donc amincissants. Et là, il y a beaucoup d'erreurs donc qu'on peut faire, des erreurs donc qui sont parfois très anodines et qui jouent justement sur sur la perte de poids, mais aussi sur la santé donc de chacun d'entre nous. Donc Ania sera parmi nous ce matin pour nous parler et nous éclairer sur ces erreurs qu'il faut éviter. Sami Guinness donc sera parmi nous ce matin. Il va revenir donc aussi sur l'environnement et sur ce que la société civile fait pour la protection et la sensibilisation donc pour l'environnement. Alors dernièrement, un événement donc international qui a eu lieu, notamment l'ouverture donc du grand musée d'Égypte, un grand orchestre donc a accompagné cette ouverture, un orchestre qui a été constitué par plusieurs donc, musiciens qui sont venus de par le monde. Une Algérienne a fait partie de cet orchestre. Il s'agit donc de Hayat Kouider qui sera parmi nous ce matin pour revenir sur cette expérience. Voilà donc pour le programme de cette matinée. Mais avant cela, comme je vous disais, nous allons aller du côté du Sila en compagnie de Lamia Boudbouda, elle qui a rencontré donc la fille de l'un des piliers de la littérature contemporaine algérienne, à savoir Mohamed Dib. Et donc je vous laisse regarder cet entretien et on se retrouve juste après. Au stand de l'Union européenne, l'heure est à la littérature de jeunesse finlandaise. Madame Nora Djelleb, orthophoniste et traductrice, évoquera les caractéristiques de cette littérature et nous fera découvrir un large volet de contes et livres pour enfants. الحكومة الفنلندية تولي اهتمام كبير للقراءة وهذا يظهر في المجتمع الفنلندي. نحن لدينا مكتبات مجانية للجميع يزوروها أيضا المدارس والروضات وتتم القراءة أيضا في الصفوف وفي الروضات في الحياة اليومية. ولهذا السبب يتعرفون الأطفال على كتب الأطفال من سن صغير جدا ويتعودون على القراءة كجزء طبيعي من الحياة اليومية. Les Algériens connaissent très bien. En deuxième partie, nous avons eu le plaisir d'assister aux connexions littéraires finno-algériennes du grand auteur Mohamed Dib. La conférencière et gardienne de ses mémoires littéraires n'est autre que sa fille Laura. Elle reviendra sur les prestigieuses rencontres littéraires qui amenèrent l'auteur à découvrir une autre culture, un autre paysage, ce qui influencera dans les années 70 son écriture et d'où naîtra cette période nordique et sa célèbre tétralogie nordique. Au lendemain de l'accession d'Algérie à l'indépendance, Dib a fait une déclaration dans la presse où il dit « Le temps de l'engagement est fini, je passe maintenant je vais me consacrer à ma quête esthétique ». Cela ne voulait pas dire qu'il n'était plus engagé, mais que son engagement n'était plus sur un événement politique, à savoir la revendication de l'indépendance de l'Algérie, mais que c'était devenu un engagement universaliste. Et disons que la période nordique
et que toutes les productions, la production nordique manifeste cette volonté de montrer, de donner à voir une humanité qui est la même sous tous les cieux. Et les meubles sont taillés dans le temps. Madame Dib reviendra sur sa tétralogie nordique, à savoir Neige de marbre, Les terrasses d'Orsol, Le sommeil d'Ève et L'Infante mort. Elle lira en français et en finnois quelques poèmes inédits de l'auteur. Il regardait par-dessus mon épaule le galop pétrifié des immeubles. C'est un peu à partir de ces voyages-là qu'il a commencé à vraiment connaître la culture et les gens, enfin la société finlandaise. Et donc il est resté en Finlande à plusieurs reprises, enfin il est revenu à plusieurs reprises et on voit dans son œuvre notamment la trilogie nordique, Les terrasses d'Orsol, Le sommeil d'Ève et Les neiges de marbre, ainsi que L'Infante mort qui fait le 4e volet de cet ensemble. Donc de nombreuses influences. Et ce dont moi j'ai parlé aujourd'hui, c'était surtout des influences d'ordre géographique, enfin aussi la lumière, la neige, etc. Donc, et encore un aspect très peu connu ici en Algérie, c'est que par le fait d'avoir visité la Finlande plusieurs fois, Dib a aussi rencontré beaucoup d'auteurs locaux, donc finlandais, et il a participé à l'édition d'une revue spéciale, Revue Europe. Ses ouvrages. À la fin des années 70, 2 titres de sa trilogie algérienne ont été traduits en finnois, La Grande Maison et L'Incendie. Madame Dib s'est félicitée de la traduction à l'anglais du livre de L'Incendie aux éditions Cédia. Un pur moment de partage à la fois émouvant et inspirant. Découvre la Finlande pour la première fois en 1900. Pourquoi Et voilà, donc de retour sur le plateau, c'était donc une rencontre autour de Mohamed Dib. Ça s'est passé du côté du Sila et c'est Faria Al-Hamdi qui a donc couvert cet événement. Vous l'auriez compris, Ahmed est déjà parmi nous. Bonjour Ahmed. Bonjour Nour, bonjour à tous les téléspectateurs. Ibarak fik. Comment ça va Ahmed? Ça va, alhamdoulilah. Ça se passe bien? Alhamdoulilah. Alors, tu as pu faire un petit tour du côté du Sila? Les week-ends. Je me suis déplacé exactement les 2 week-ends. Donc, il y a plein de choses, il y a beaucoup de monde, ça fait plaisir. On a encore la journée d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Nous avons encore la journée d'aujourd'hui. Inch'Allah, c'est le dernier jour, le dernier quart d'heure. Qui n'ont pas encore eu l'occasion, effectivement, de visiter le Sila. Et donc, Ahmed est parmi nous et on va commencer donc de parler des porteuses de valises et ce sera juste après cela. Et voilà, donc les porteurs et les porteuses aussi de valises, n'est-ce pas Ahmed? Exactement. On rappelle que nous sommes en plein mois de novembre, donc c'est le mois de la Révolution. Exactement, c'est le mois. On continue avec un peu tout ce qui a été écrit autour de ce mois, autour de la Révolution algérienne, parce que c'est important, parce que c'est notre mémoire, ça fait partie. C'est une fierté aussi, la Révolution algérienne. On ne peut pas parler du XXe siècle sans parler de l'Algérie, on peut passer incontournable, parce que ça a permis de libérer, je ne sais pas, une vingtaine de pays africains, ça a permis de libérer nos voisins, ça a permis de libérer le monde en fait. Donc, en fait, l'Algérie de 54 à 62, c'est un peu Gaza, donc les 2 dernières années, ça a vraiment, les gens ont découvert ce que c'est que l'oppression, ce que c'est que le colonialisme dans la pire de ses faces. Mais il y a toujours des détails, il y a toujours qu'on ignore. Donc, on a bien sûr le récit familial, parce que chaque famille a vécu à sa façon, du côté paternel, du côté maternel, dans le voisinage. Mais il y a aussi des choses qu'on n'a pas vécues, qui sont loin de nous. Donc, ce qui s'est passé en Europe, par exemple. Donc, et là, on découvre à un certain moment que le FLN, il essayait de s'implanter là-bas. Donc, ça a commencé, la Fédération de France, etc. Mais bien sûr, parce que c'était une minorité en France, ils étaient tout de suite identifiés, ils étaient tout de suite localisés, donc et ça a commencé à se serrer autour d'eux. Ils ont fait appel aux gens, donc aux femmes et aux hommes justes.
Et c'est des gens, c'est impressionnant. Je regardais les reportages, j'essayais de lire donc, ce qui a été écrit sur cette partie de l'histoire de la Révolution algérienne. Elle est impressionnante parce que c'est des gens qui, pour certains, n'ont jamais vu l'Algérie, pour certains, n'ont jamais vécu en Algérie. Certains ont été plus sensibilisés parce que surtout, il y a aussi les gens du sacerdoce, les pères, donc, les chrétiens, donc c'est des chrétiens pratiquants qui étaient sensibles. Moi, au début, je croyais qu'il y avait peut-être que Monseigneur Duval, parce qu'il est de mon quartier, oui. proche de nous. Donc, mais non, donc il y avait plein de pères, qui ont sauvé des Algériens, qui les ont hébergés, qui les ont, pendant leur clandestinité, qui leur ont donné le gîte, qui les ont exfiltrés. Et puis, donc, c'est des gens que ça a commencé à faire. Donc, au début, certains ont choisi, certains ont été choisis. Oui. Choisis par le destin, choisis par le mktoub, comme on dit. Ils sont retrouvés. Simplement des personnes, des citoyens du monde, des personnes qui ont, comme on dit, épousé la cause juste, la cause humaine. Et quand on regarde, par exemple, les reportages, pour certains, ils ont été contre déjà l'Indochine, ils ont aussi milité pour la libération de leur pays pendant la guerre 39-45. Et pour eux, c'était tout à fait normal qu'ils se mettent en phase avec une nouvelle lutte qu'ils voyaient juste. Donc, ils ne se posaient même pas de questions. Et puis, donc, il y a eu les premiers, il y a certains qui étaient d'idéologie communiste, mais ils ne comprenaient pas la position de leur parti. Donc, ils ont fait faux bond au parti, ils sont partis, et ils ont commencé à activer au sein du FLN. Mais ils n'ont jamais fait partie de façon organique au FLN. C'est ce que dit Messid Ali Haran, donc il le dit dans le reportage, il le dit dans son livre. Donc, c'est des gens, on leur a dit, vous allez nous aider, mais vous n'allez pas participer à la décision, vous n'êtes pas partie prenante. Organiquement, ils sont dit, ils sont engagés, malgré ça, ils sont engagés. Et le premier handicap qu'avaient les Algériens, c'était le délit de faciès. Donc, ils ne pouvaient pas se déplacer, ils pouvaient pas. Et ce sont eux qui sont engagés. Au début, c'était les exfiltrations. Donc, ils devaient sauver les militants qui étaient recherchés, qui étaient condamnés. Donc, ils devaient les exfiltrer. Ils les ramenaient en Suisse, en Belgique, en Allemagne. De là, donc, ils rejoignaient ou bien la Tunisie, ou bien l'Égypte, le Moyen-Orient, quelque part. Donc, et puis, c'était aussi... il ne faut jamais oublier que, par exemple, la France, donc l'immigration, a payé très cher, donc point de vue financier, donc c'est la contribution des Algériens, et il fallait ramener cet argent. Qui pouvait le ramener? C'était les valises. Et il fallait des porteuses et des porteurs de valises. Combien de réseaux il y avait? Allahu alam. Oui. On connaît le réseau. On parle de clandestinité, exactement. Donc c'est très difficile, effectivement. On parle du réseau du Nord, on parle du réseau de Janson, on parle du réseau qui était au midi de la France, à Marseille, Nice, Italie. Il y a plein de réseaux, donc et chacun avait organisé un réseau. Même eux, ils ne se connaissaient pas parce que, bien sûr, le système faisait, donc l'organisation faisait que donc, tout se faisait dans le secret. Et ce qui était, ils le savaient, ils le disent même dans les reportages, ils disaient, nous on risquait rien en fait. Nous étions, on risquait rien parce que même si on est pris, on va être emprisonné. Mais les Algériens s'ils sont pris, ils vont être exécutés. Oui. Donc, il disait, on prenait le risque parce qu'on savait qu'on allait sauver des vies, en fait. Et comme ça, donc, on voit la liste est longue, tous les noms que moi, j'ai pas tout retenu. Ben, il y a Janson, il y a des dames, il y a des filles, des jeunes filles. Certains étaient même à la limite d'âge, donc ils avaient 17, 18 ans, mais ils étaient sensibles, ils étaient engagés. Et dans tout ça, moi, je retiens une phrase de Janson, donc elle est magnifique. Il disait, notre cause n'est sans doute pas toute blanche, mais la vôtre, de quelle couleur la voyez-vous? Oh, ça c'est une question rhétorique. Exactement, hein, ouais, c'est beau. Donc il leur dit, il leur renvoie carrément là-bas. Et là, on voit, par exemple, les consciences vives. Par exemple, le gars qui se posait la question, qui invente la question sur le choix entre sa maman et la liberté. Donc là, on connaît. Pourquoi Sartre n'avait pas de maman? Oui. Janson n'avait pas de maman.
tous ces gens n'avaient pas de maman, bien sûr, mais ils avaient une conscience aussi. Donc, ils voyaient qu'il y avait un peuple qui était opprimé, qui vivait dans des conditions de sous-hommes. Parce que même en France, quand les Algériens, c'était, quand on leur a changé de statut après la guerre 39-45, c'était des Français musulmans d'Algérie ou des Français musulmans. Ce n'étaient pas des citoyens, ils n'ont jamais été citoyens. Donc, il n'y a jamais eu d'égalité. Donc, à quoi bon se poser la question? Et si on veut vraiment pousser le bouchon plus loin, donc on peut se poser la question toute simple. Il y a des parties dans le monde qui sont toujours colonisées par le même pays. Dans quelles conditions ils vivent? S'ils ne reçoivent pas un médecin de la métropole, il n'y a pas de médecin local, il n'y a pas de dentiste, il n'y a rien. Donc imaginez que l'Algérie serait restée, on serait dans les mêmes conditions. Oui. C'est ça la différence donc, entre l'indépendance, la souveraineté. Oui. Et c'est grâce aussi à ces gens, donc, aux femmes et aux hommes justes qui ont fait. Donc, ils étaient de bons trafiquants aussi. Ils trafiquaient les papiers pour certains, pour permettre l'exfiltration. Oui. Et ils étaient aussi de bons chimistes parce qu'ils ont aussi organisé des laboratoires pour la préparation de bombes. Et certains ont été victimes de leur propre bombe. Donc, et tout ça, donc, il y avait une fabrique en Belgique, il y avait une autre en France. Donc, des fois, il y a eu des accidents. Et ils savaient le risque qu'ils encouraient. Donc, pour certains, ils ont même quitté par la suite le pays. Donc, ils sont restés en Algérie jusqu'à leur mort. J'ai bien aimé le commentaire du fils de Odin. Donc, oui. Il disait, quand j'arrive en Algérie, je suis le fils d'un héros national. Quand je reviens de l'autre côté, quand je passe de l'autre côté, je suis le fils d'un traître. Mais donc lui, il disait à un certain moment, je me suis posé la question, pourquoi mon père a 25 ans, donc il avait un petit... on le voit, Maurice Audin. Voilà, Maurice Audin. Donc il est décédé à 25 ans, carrément. Donc sa femme a été veuve à 26 ans. Donc, son fils, il dit, il m'a laissé, j'avais 1 mois. Et je me suis toujours posé la question, pourquoi le bonhomme est parti prendre un risque alors qu'il avait un gosse d'1 mois qui venait de naître et il est parti, il a laissé sa famille comme ça. Parce que bon, mais à la suite, il a compris, parce que c'est des gens qui étaient vraiment convaincus. Donc, et à un certain moment, quand on est pris, donc vraiment, donc quand on a la foi, on devient juste, à la limite, bien sûr, on lutte pour qu'il y ait vie, mais on se dit que notre vie n'est pas la plus importante. C'est la vie de tout le monde, c'est la vie de la communauté. Donc, pour que vivent tous les Algériens, pour que vive l'ensemble. C'est pour ça que, donc, pour eux, donc, il n'était qu'un seul petit maillon, une petite pièce dans une grande mécanique qui était la justice dans le monde, qui était un peuple opprimé pour plus d'un siècle, à qui on a tout enlevé, qui a été mis dans la condition d'indigène toute sa vie. Là, on voit, il était mathématicien, il était brillant, donc il devait soutenir sa thèse, Maurice Audin. Donc, il y a même la photo d'un ensemble quand le réseau Janson a été pris. Il y a, bien sûr, il y a Monseigneur Duval, il y a tous ces gens. Voilà, donc... Donc ça, c'est le réseau Janson quand ils étaient en réunion. Donc, j'arrive pas à retenir tous les noms. Donc, vraiment désolé. Donc, les adeptes. Il faut voir les titres aussi de la... Oui. C'est ta spécialité, il faut peut-être faire un travail. Une étude de contenu, sémiologique, exactement. Sémantique. Oui. Monseigneur Duval était appelé dans la presse française à l'époque, le Hajj Duval, Mohamed Duval. Oui. Effectivement, oui. Comme il a épousé la cause des musulmans, donc tout de suite on lui change d'identité. Mais c'est ça en fait, mais c'est impressionnant. Il y a le livre, un très beau livre qui a été publié à l'époque, Les porteurs de valises, par Hervé Hamon et Patrick Rothman. Ça, c'est un pavé. Donc, je me dis qu'actuellement, donc là, on voit tous les gens. Le gars d'en haut, donc avec la barbiche, la barbe blanche, il a combattu contre les nazis. Donc, et depuis, il dit dans le reportage, d'ailleurs fait par le NTV, donc il dit que la question comment il a épousé la cause algérienne, il a dit moi j'étais
avec toutes les causes. Donc, j'ai commencé à lutter contre les nazis et j'ai lutté pour l'Algérie. Maintenant, s'il y a une cause qui mérite, je vais continuer à lutter. La conviction jusqu'au bout, exactement. Des valeurs, ce sont carrément des valeurs. Effectivement. Et puis, il y a Messid Ali Haroun qui disait aussi que le réseau, il n'y avait pas qu'en France. Donc, il y avait en Angleterre. En Angleterre, il y a même une publication, Free Algeria, c'est un journal qui a duré quelques temps, qui a été publié par un groupuscule. Il y avait le réseau, bien sûr, en Allemagne, en Hollande, en Belgique, en Suisse, en Italie. L'Espagne et le Portugal, je crois qu'à l'époque, il n'y avait pas de réseau, peut-être quelques activistes, parce que par la suite, c'est l'Algérie qui a contribué à leur libération après l'indépendance. Il y avait même dans les pays nordiques, la Suède et Danemark. Il y avait aussi des gens qui étaient aussi sensibilisés pour la cause algérienne et qui ont contribué. Voilà, donc on rappelle que la guerre de libération a eu des échos effectivement dans le monde entier. Donc c'est ce qu'il y a, c'est comme ça donc, que nous avons eu tout ce soutien. Et donc ça a tellement résonné que, comme tu l'as dit, effectivement, ça a même contribué à la libération de d'autres pays. En tout cas, merci beaucoup Ahmed d'être revenu sur ce sujet-là, donc très important. On se retrouve samedi prochain et on va continuer toujours sur la lancée du mois de novembre, Inch'Allah. Merci beaucoup Ahmed, bonne semaine et on continue. Nous allons aller du côté du Sila pour rencontrer l'un de nos confrères. Il s'agit donc de Kasmaïl, lui qui a édité un livre sur l'émir Abdelkader et les mascarades néocoloniales. Et c'est Yazid Ait Mehiddine qui l'a rencontré. Je vous laisse voir cet entretien, on se retrouve juste après. Chers téléspectateurs, bonjour. J'ai le plaisir de recevoir ce matin Karim Smaïl, journaliste, auteur. Il a écrit donc ce livre, L'émir Abdelkader, face à la mascarade néocoloniale. Nous allons reprendre donc, et revoir notre ami Yazid Ait Mehiddine qui va rencontrer, comme je vous le disais, notre confrère Kasmaïl, donc lui qui a édité un livre sur l'émir Abdelkader et les mascarades donc néocoloniales. Et c'est Yazid Ait Mehiddine qui l'a rencontré. Nous allons le retrouver tout de suite. Voilà, alors avant de le retrouver, donc, nous allons accueillir notre amie Hayat Kouider, elle qui a... Venez, nous sommes en direct, nous sommes en direct. Alors, comme je vous le disais, donc, le grand musée d'Égypte a ouvert ses portes. Et ce grand musée, donc, c'est un événement international puisqu'il revient sur toute une civilisation. Lors de l'ouverture, il y a eu l'orchestre qui a accompagné cette belle ouverture, un orchestre constitué de plusieurs musiciens qui sont venus de par le monde. L'une de ces musiciennes est une Algérienne, c'est notre amie Hayat Kouider qui est parmi nous ce matin. On va revenir en sa compagnie sur son expérience. Hayat, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, toujours un plaisir de te revoir. Plaisir partagé, toujours félicitations. Merci. Bravo pour cette distinction, encore une fois. Merci Achille. Elle court des grands, comme d'habitude, Hayat, n'est-ce pas? Voilà. Alors, Hayat, parle-nous un petit peu de cette aventure. Alors, nous avons suivi avec de grands yeux, finalement, l'ouverture de ce musée qui était un événement quand même très, très imposant, n'est-ce pas? Tout à fait. Voilà. Donc, j'ai reçu une invitation de la part du chef d'orchestre égyptien, M. Nair Nagui. Donc, voilà, il m'avait dit, voilà, c'est un événement historique, etc. Bon, je ne voyais pas l'ampleur de cet événement. Donc j'ai eu la chance et le privilège de représenter l'Algérie dans cet orchestre international. Et international, donc c'est plus de 80 pays qui étaient représentés. Donc moi j'étais la seule Algérienne qui participait. Et voilà, donc la seule Algérienne, effectivement, et ça c'est un grand honneur pour nous. Alors Hayat, avant donc de continuer de parler donc de cette belle expérience, nous allons repartir du côté du Sila, retrouver notre ami Yazid Ait Mehiddine en compagnie donc de Kasmaïl, et on se retrouve juste après. Dans un moment, allez.
Allez, dans un petit moment. Dans un petit moment. Alors, on va le retrouver, hein, Yazid. En tout cas, il est sur place, c'est ce qui est sûr. Et donc, Hayat, on revient. Et donc, tu as été la seule Algérienne, finalement, à prendre part à cet orchestre qui était quand même assez imposant. Hein. C'était un orchestre très, très imposant. Donc, il y avait plus de 117 musiciens et plus de 100 choristes. Donc, nous étions à peu près dans les 250 entre musiciens et choristes. Il y avait aussi les danseurs, il y avait les solistes. Donc, on va dire entre 300 et 350 sur la scène qui ont présenté ce grand spectacle. Donc il s'agissait d'un orchestre global, international. Donc ils ont pris, comme j'avais dit, un musicien de chaque pays donc pour faire passer le message de paix. Oui. Donc c'est la musique, finalement c'est un événement pour l'humanité. C'est bien sûr au niveau de cet événement historique. Effectivement, et on voit tout ça. On va voir tout ça en images puisque nous avons un extrait. Allez, on va voir cet extrait juste après. أضخم من اللي حصلت النهارده لا ما ولا أنا أعتقد الحقيقة ويعني أنا يهيألي إن ده أكبر حفل أنا قدته منذ بداية الكارير بتاعي كقائد للأوركسترا من أكتر من 20 سنة. طيب في عازفين شفناهم واضح جدا إن هم مصريين وفي متطعمين بعازفين من دول أخرى. Voilà, donc c'était un extrait de cette belle soirée, j'ai envie de dire. Alors, la coordination s'est faite comment? Parce que c'est quand même un travail colossal. On vient de différentes cultures, de différentes pratiques. Bon, c'est vrai que la musique reste un langage universel, international, mais quand même, on a besoin d'une coordination très, très minutieuse. Alors, oui, tout à fait. Cela s'est fait. Non, bien sûr, il y avait une grande et une grosse production qui a mis en œuvre toute cette machine depuis des années. Donc, comme chaque événement, moi je dirais, j'ai participé à plusieurs événements, mais pas comme celui-là avec cette ampleur. Donc, bien sûr, il y a la coordination artistique, il y a la coordination avec les solistes, avec les choristes, avec l'orchestre. Donc, ça veut dire on est parti là-bas au Caire 10 jours avant le spectacle. Donc, on a commencé à faire d'abord les répétitions orchestre. Après, il y a eu la chorale qui a rejoint l'orchestre. Après, c'est les solistes qui viennent accompagner l'orchestre. Après, on a fait presque 4 à 5 générales au niveau du musée. En même temps, on a joué en plein air, donc il y avait plein de choses à faire, les lumières, les décors, les costumes, il y avait les danseurs, il y avait... C'était en à peine 10 jours. 10 jours, bon, pour l'orchestre, hein, mais avant, pour eux, ils ont... Je parle de l'orchestre, bien sûr. Voilà, donc c'était ça qu'ils ont construit toute cette magnifique scène en quelques semaines. Donc voilà, donc il y avait aussi la présence de nombre de chefs d'État, de rois, de reines, etc. Donc il y avait plein, une très très belle assistance. Il y avait aussi, j'avais le privilège d'avoir... En tout cas, même si je n'ai pas réussi à la voir, il y avait aussi la présence de Madame la ministre de la Culture et des Arts, Madame Malika Bendouda. J'étais très très fière aussi de voir qu'il y a aussi... Moi, je représente l'Algérie, elle, bien sûr. Oui. Donc, c'était l'Algérie qui était aussi présente. Donc, voilà. Donc, c'est plein de choses comme ça qui sont arrivées à ce moment-là. Voilà. Effectivement. Après, l'histoire, elle est toujours commune. Hein, donc, tout à fait. Et après, il n'y a pas de langage. Dès que la baguette est là, la musique, c'est bon. Ça... C'est une seule personne. C'est une seule personne. C'est une seule personne. Tout à fait. Et vous étiez sur quel instrument? Tu étais sur quel instrument? Sur le violon. Tout comme toujours. Ah bah comme toujours. J'ai pas changé de... Je me disais peut-être que tu t'es aventuré sur autre chose, parce que je sais que tu joues sur d'autres instruments. Oui. Donc, essentiellement le violon, bien sûr. Essentiellement le violon. Parlez-nous un petit peu de l'émotion. Alors l'émotion, franchement, il n'y avait rien à dire. Hein. On ne réalise pas sur le moment. C'est après quand j'ai revu finalement, je l'ai vu parce que j'avais rien, on ne pouvait pas regarder. Il y avait tellement de choses qui se passaient. Nous étions sur la scène. Après, il y avait les danseurs, etc. Là, on ne voyait pas ce qui se passait, au fait, ni derrière nous, ni... il y avait aussi plein de choses dans le ciel, etc. Donc, c'est après avoir visualisé et faire passer le spectacle, j'ai vu l'ampleur quand même de cet événement. On s'est dit, waouh, quand même, c'était... Donc, plein d'émotions. Vraiment, il y avait cette appartenance... au monde, à l'humanité, vraiment, on a ressenti ça, honnêtement, en tout cas moi, de ma part, j'ai vraiment ressenti ça, puisqu'il y avait des musiciens de l'île Maurice, il y avait du Cambodge, il y avait du Vietnam, il y avait, bon, mis à part les pays très connus en Europe et les Arabes et tout, mais vraiment, c'était une divergence mais extraordinaire, c'était une globalité qui est très, très touchante. Alors, voilà, ça c'est la section des violonistes. Moi, je suis au premier pupitre. Effectivement. Alors là, il y a la Suisse, il y a une musicienne finlandaise, il y a un Polonais, il y a les Arméniens, il y a derrière aussi le Koweït, le Qatar, il y a enfin, je revois les têtes, il y a aussi la Russie. À gauche, le monsieur à droite, il est de l'Irak.
Donc voilà, c'est plein de beaucoup de nationalités. L'Italie à la harpe, le piano aussi une russe. Et voilà, donc c'est le langage de l'universalité, un brassage magnifique, extraordinaire. Un orchestre hautement cosmopolite finalement. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ah bah, c'est magnifique. Et donc, si on doit faire un bilan. C'est un très beau bilan. Et puis, une nouvelle expérience aussi. Ouais. Voilà, ça c'est aussi la section des cordes qu'on avait. Voilà, nous étions le leader, la violoniste finlandaise et moi-même. Oui. Voilà. Après, les lumières, c'est quand même assez impressionnant. Hein. C'est clair. C'est clair, tout à fait. Ouais. Effectivement. Et donc, on disait pour le bilan. Alors, le bilan, c'est. Parce que là, maintenant, nous avons un petit recul, n'est-ce pas? Parce que ça fait quand même quelques jours. Ouais. Alors, si on doit faire un bilan, un retour. Un bilan, donc moi je me dis, c'est une nouvelle expérience qui a apporté énormément de choses parce que quand il s'agit d'expériences et de voyages comme ça, je dirais musical et artistique, c'est aussi les rencontres. Donc ça veut dire c'est se connecter avec d'autres musiciens. C'est le chef d'orchestre Maestro Nahir Naghi. Donc aussi imaginer d'autres projets. Donc moi, d'ores et déjà, j'ai parlé aussi de mon ensemble symphonique féminin d'Algérie que j'ai créé. Oui. Et j'en ai en parlé avec plein de musiciennes, bien sûr femmes de tout le monde entier. Elles sont toutes intéressées et je leur ai dit pourquoi pas essayer de faire aussi des rencontres, vous inviter, nous inviter. Voilà, c'est aussi le but de ce genre d'expérience aussi. Voilà, ces rencontres, de créer des réseaux, créer d'autres projets et puis être proactive et aussi créative. Voilà. Et donc j'imagine que l'orchestre symphonique féminin a attiré beaucoup l'attention. Tout à fait. Oui, tout à fait. Et là, vraiment, c'était une prise de conscience, c'est que malgré tout, dans le monde entier, la femme a toujours quelque chose à dire. Donc dès que je leur dis, ah, c'est extraordinaire, les femmes, il faut vraiment faire les choses et tout. Donc vraiment, c'est très stimulant et ça m'a boosté énormément, voilà, bien sûr. Et donc en 10 jours, parce que j'imagine que 10 jours, c'était très intense. Très intense. Très intense. Vous avez dû faire plusieurs heures par jour, parce que c'est une grosse responsabilité. C'était des jours, c'était des jours de répétition. Les 4 premiers jours, c'était, on va dire, des répétitions de 8 heures, de 10 heures à 20 heures. Mais après, c'était des journées de travail. On avait fait les 8 heures de travail. Exactement. Non, 8 heures quand même, parce qu'il y a un emploi du temps qu'il faut quand même. C'est des on va dire des sessions qu'il faut respecter les horaires, parce qu'il y a aussi la condition physique, parce que ça travaille 8 heures. Après, au-delà de ça, le musicien ne peut plus rien donner. Quand il est fatigué, épuisé, il ne peut pas. Mais après, nous étions sur le site, donc on était partis au musée même, et là c'était à partir de 19h, ça partait jusqu'à 3h, 4h du matin, parce qu'il fallait faire et refaire avec les danseurs. Synchronicité, ce qui a aussi, j'ai oublié aussi de notifier quelque chose qui est très important, c'était un concert live, donc c'était pas du playback. Oui. Donc tout un méga concert, il y avait un écran où le chef d'orchestre il devait avoir la synchronicité entre lumière avec le top musique et costume, etc. Donc les changements, les solistes, donc il fallait que nous soyons vraiment synchronisés, synchro avec tout ce beau spectacle. Voilà. Donc ça demandait beaucoup de travail et concentration. Bravo Merci pour beaucoup. Cette expérience, bravo encore une fois. Merci, c'est aussi un honneur pour l'Algérie. Bien représenter l'Algérie, effectivement. On te retrouvera dans d'autres projets. Inch'Allah, toujours aussi ambitieuse. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Encore un plaisir de te compter parmi nous et bravo encore une fois, très belle continuation. Et nous allons revenir, donc normalement Yazid nous attend, j'espère qu'on va pouvoir le retrouver. Donc comme je vous le disais, Yazid qui rencontre notre confrère Kasmaïl, qui a édité donc son livre sur l'émir Abdelkader et la mascarade néocoloniale. Donc je vous laisse voir cet entretien, on se retrouve juste après. Chers téléspectateurs, bonjour. J'ai le plaisir de recevoir ce matin Karim Smaïl, journaliste, auteur. Il a écrit donc ce livre, l'émir Abdelkader face à la mascarade néocoloniale. Commençons par le commencement. Comment cette idée d'écrire sur l'émir Abdelkader a germé? L'idée a germé après une période, je veux dire, de latence. J'avais rien à faire. Et en même temps, j'ai perdu 2 frères. Donc je suis parti à Mascara. Et il fallait rester avec la famille, les encourager, les supporter. Alors, à cette époque-là, à cette période, je côtoyais, je veux dire, la plèbe, les gens ordinaires, la rue de l'Algérie.
Et ils étaient outrés de savoir que quelqu'un, un grand intellectuel, a insulté la mémoire de l'émir Abdelkader et parlé du néocolonialisme en Algérie, comme quoi Oran, Mascara appartenait. Donc ce qui veut dire ça, c'est les a outrés. Il est à Mascara, il ne comprenait pas. Ou bien Chlef, ou Relizan, ou Tmouchen, ou Tiaret, Barnia. Alors les gens, pour eux, c'est un sentiment national. Tu ne peux pas toucher à ça. Parce que, je veux dire, ça relève du blasphématoire. C'est une figure essentielle, intouchable. Je veux dire l'émir Abdelkader, parce qu'il est le symbole du combat algérien, la résistance algérienne. C'est lui qui a combattu. C'est le fondateur du algérien moderne. C'est un messager de la foi, c'est un mystique, c'est un poète. Il a défendu son peuple, sa terre, sa religion, l'islam. Au nom de il s'est élevé. Il peut pas. Le précurseur des droits de l'homme, des droits des prisonniers. Les prisonniers. Avant Henri Dunant, avant la Croix-Rouge internationale. Et aussi, c'est un diplomate. Il savait négocier avec parce qu'il achetait des armes, il ne faut pas oublier. Il achetait des armes, c'était de bonne guerre. Mais l'essentiel, c'est, je veux dire, le sentiment national. Je veux dire, quand j'ai dit mascarade, en arabe, c'est mieux, ça sonne mieux, le mascara. Mascara, c'est un jeu de mots parce qu'il est de Mascara. Et il se trouve que moi aussi, je suis de Mascara, mon grand-père est de Sidi Khada, mon arrière-grand-père il est de Mosmot, Kachrou. En fin de compte, mes ancêtres, enfin la région, les gens de Mascara, ils ne sont pas des citadins. Ce sont des ruraux, ce sont de l'arrière-pays. C'est ce qu'on appelle en anglais le hinterland, c'est-à-dire l'intérieur du pays. Et il ne faut pas oublier cet intérieur du pays, il était sous le monopole de l'émir Abdelkader. Les Français, quand ils ont colonisé l'Algérie, je veux dire, ils ont envoyé. Toute cette communauté des croyants, toute cette communauté confrérique qui a adhéré à l'appel du... À l'appel. Et Moubaya'a, ce qu'on appelle l'allégeance, et ils croyaient en lui. Ils l'ont porté comme leader, commandeur des croyants et leur champion, on va dire. C'est un champion du nationalisme algérien. C'est lui qui a ouvert la voie. Mais après, il y a eu d'autres résistances. Mais le premier qui a ouvert ça, il y a eu Zaatcha, il y a eu le Mokrani, Ben Mhidi aussi, c'est un résistant. Oui. Le Moudjahidine, c'est des milliers. En 1945, les gens qui sont sortis à Sétif ou Kharrata, mais ce sont des résistants qui sont sortis. Alors, tout à fait. Donc vous me tendez la perche pour vous dire que cet intérêt pour l'émir Abdelkader et pour l'œuvre et le parcours de l'émir Abdelkader a commencé bien avant avec Kateb Yassine, et vous le rappelez dans l'introduction de votre ouvrage. C'est bien de me rappeler, mon frère. C'est en 1947, il a fait un discours. Le grand écrivain. Pour moi, c'est l'écrivain majuscule. Pour moi, dans les références. Qui est enterré le 1er novembre 1989. Ce que tu entends bien. Et lui, il avait déjà alerté sur le néocolonialisme. Les gens, le néo-réactionnaire. C'est les gens qui insultent leur mémoire, ou bien qui veulent ternir, ou bien grimer, maquiller l'histoire. Ils veulent inventer un nouveau futur. Je veux dire, à dessein, EIN. Mais qu'est-ce qu'il dit, lui? Il s'adresse directement à ces gens. Il leur dit, nous sommes en 1947, et il dit à ces fonctionnaires de l'histoire avec un grand H. Oui. Et ces contrebandiers, je veux dire, c'est ceux qui font le trafic, le banditisme, le colonialisme. Pour lui, c'est un banditisme. Vous savez pourquoi? Parce que ce sont des indus occupants. C'est des indus occupants. Ils sont venus. Il y avait pays libre ici. Tu ne peux pas venir comme ça et occuper pendant un 132 ans. Mais pendant 132 ans, qui est émaillé et qui s'articule sur plusieurs résistances. Ce qui veut dire la résistance ne s'est pas arrêtée. Depuis le premier jour, ils sont organisés. Il y a beaucoup de gens. Et vous convoquez un peu la lettre de Kateb Yassine pour déconstruire aujourd'hui tous ces écrits nauséabonds qui commencent à falsifier un peu cette histoire. C'est une tendance. Et je voulais également vous inviter donc à nous parler de comment vous avez travaillé, quelles sont les sources, vous avez consulté
des archives. Oui, oui. Vous pouvez nous en parler? Très bien, avec plaisir, mon frère. Donc, l'idée a germé. Et en venant de Mascara, je suis venu ici, j'habite ici, et j'ai rencontré M. Ahmed Madi, qui est éditeur, qui est la maison d'édition et de traduction Dar al-Hikma. C'est un ami, on commence à discuter. Et à un moment, il me pose une question. Il m'a dit, tu as entendu parler de ça? J'ai dit, mais justement, en Mascara, les gens sont outrés et ils ne savent pas. Et après, ils se posent des questions. Quel est cet écrivain, ou bien ce penseur, ou bien cet intellectuel qui se retourne contre son pays? Ils ne comprenaient pas. Parce que le sentiment national, il est, comment dirais-je, altéré. On a touché, c'est-à-dire d'une manière gratuite. Hein. Oui. Voilà. Donc il m'a dit, est-ce que, comme ça, il m'a poussé dans mes derniers retranchements. Il m'a dit, est-ce qu'un gars, entre guillemets, de Mascara peut-il être complice et dans un silence complaisant et ne rien dire, quoi qu'il en coûte? Je lui dis, non, moi j'ai du courage, mais en plus je sais, tu peux heurter de l'autre côté de la Méditerranée, ça peut heurter peut-être. Mais le néocolonialisme, il y a une tendance qui veut nuire, je veux dire, qui est algérophobe, voilà. Le mot c'est algérophobe. Il y a une tendance, surtout en France, et de la droite, surtout la droite, pas le peuple français, voilà, pas le peuple français, mais une extrême droite pour des fins électoralistes de 2027. Donc c'est dire, comment on dit, casser de l'Algérien, c'est vendeur. Non. Donc un intellectuel. Donc là, je parle du rôle. Quand il m'a piqué dans mon amour propre, M. Madi, il me dit, est-ce que toi tu es vraiment un gars de vrai? J'ai dit oui. Il me dit, comment que ça se fait, tu te tais? J'ai dit non, je ne vais pas me taire. Mais j'ai dit, il m'a dit, est-ce qu'il y a une idée dans ta tête qui tourne, comme quoi qu'on pourrait aborder un angle? J'ai dit oui, j'ai un angle sur ça. Et l'angle, c'est quoi? L'angle, ce qui veut dire, j'ai dit la mascarade par rapport à ces gens-là qui sont en train de faire dans le troll, les fake news, la post-vérité, c'est-à-dire s'inventer une nouvelle vérité. C'est-à-dire. Et donc vous convoquez en fait l'histoire de l'émirat Abdelkader pour rappeler voilà, que la stature de l'émirat Abdelkader, de son universalisme, au contraire, normalement, cet universalisme, c'est un universalisme rassembleur. C'est quelqu'un qui a semé un peu des graines de l'amour, de la réconciliation. Mais lui, il est respecté. Il est révéré, on va dire, dans le monde entier. Il ne faut pas oublier ça. C'est pour ça que je voulais vous demander de rappeler un peu les sources, par rapport aux archives, aux États-Unis, au Congrès. Très bien. Oui. Dans l'approche de ce livre, de cet ouvrage, modeste livre, qui est consacré par devoir à la mémoire de l'émir Abdelkader de l'Algérie. C'est-à-dire, c'est pas de la complaisance ou de la démagogie. Moi je le dis toujours, c'est be or not to be. Tu es avec nous ou contre nous. Moi on a choisi. Maintenant faites ce que vous voulez, écrivez des livres et dites-nous ce que vous voulez. Mais maintenant, on aime notre pays, on le défend. Maintenant qui va le défendre? Ce sont des enfants. Absolument. Voilà. Pour revenir aux archives, je me suis beaucoup basé dans le prisme, la langue d'attaque, la manière d'aborder le livre. Ce sont les archives américaines qui se trouvent au Congrès. Library of Congress. Voilà, au Congrès. Et les journaux américains comme New York Times et tout ça, et plus des journaux locaux, hein, des journaux locaux américains. Il y a même la ville d'El-Kader qui est dédiée à la mémoire de l'émir Abdelkader. Mais tout le monde a écrit. Je vais vous dire une chose. Depuis 1860 jusqu'à le décès de l'émir la mort, Allah yarhamou, Al-Hajj, l'émir Abdelkader, il y a eu 1200 articles dans la presse américaine. Articles dans la presse américaine, oui, c'est énorme. Oui. Je veux dire anglophone, hispanique et un peu d'allemand. Je veux dire, c'est tellement... Ils suivaient faits et causes. Oui, il y a la vie spirituelle, il y a la vie poétique, il y a la stature d'un homme d'État, il y a le militaire, il y a le cavalier, le chevalier de la foi. Il y a eu des articles où j'ai lu, il disait l'émir Abdelkader, Al-Kader, avec des tirets, Al-Kader, Abdelkader, l'indomptable, qui faisait suer les généraux, les maréchaux français. C'est vrai, c'était...
Tellement ils ont eu peur de lui. Le général Bugeaud, qui est un génocidaire, c'est lui qui a commis des massacres de masse. Oui, actuellement, il y a même des initiatives pour déboulonner les statuts de ce génocidaire. Oui, parce que du point de vue anglo-saxon, ils ont leurs sources, ils ne mentent pas. Ce n'est pas des facsimilés. Les archives sont là. Et pour vous dire un peu, lui pour faire tomber l'Asmala, pour capturer l'Asmala, son corps expéditionnaire, je parle de Bugeaud, était de 60 000 hommes. Qu'est-ce qu'il fait? Il double presque 110 000. Il les masse à la frontière pour acculer 100 000 avec 6 généraux. Tout le monde est là-bas. Duc d'Aumale, lui, la Mauricière, ils sont tous là. Ils attendent, ils veulent. Et derrière lui, il y a 56 000 de hommes de l'armée marocaine qui l'acculent, qui l'ont trahi. Et pour venir un peu... Oui, pour rappeler le livre de notre collègue aussi, qui a écrit aussi ce livre sur l'émir Abdelkader, aussi par rapport à cette question. Non, mais lui, il était, on va dire, entre guillemets, pris en sandwich. Mais c'est voulu. Il y a eu le traité de... Vous vous rendez compte? Il y a un traité, j'invente rien, le traité de Tanger. Oui. Je veux dire, il demandait instamment au Moulay Abdelrahman, le roi du Maroc, c'est lui qui... on ne parle pas du peuple, on parle du leader, de leur leader, parce que je veux dire, la plèbe, la population, elle sympathisait avec l'émir. Parce que c'est un musulman, c'est un frère. Il y a des berbères. Commandant de la communauté des croyants, de la confrérie El-Qadiriya. Mais vous dites, ils l'ont trahi. Ce qui veut dire la même histoire, ils l'ont trahi, donc de prix au sandwich. Ils ont attaqué. Mais lui, il s'est battu contre eux. Vous vous rendez compte? Le sang a coulé. Il a pas contre les Français, avant le 47, mais contre eux, contre des musulmans. Vous vous rendez compte? Mais il s'est battu vaillamment, c'est connu, tous les historiens le disent. Mais pour vous dire, dans l'histoire, vous savez qui avait trahi Jugurtha là-bas? Nahar Melouia. Oui. C'est Bocuse Ier. C'est lui qui a livré Jugurtha, qui est né en Algérien, au Aslo, Massini, ça et tout ça. Oui. Il a livré aux Romains pour le lyncher. Et pour terminer, donc je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Juste une dernière question. Comment ça se passe par rapport aux ventes, par rapport à la rencontre avec le public pour cette SILA 2025? Je trouve une très bonne ambiance, une bonne influence. Les gens s'intéressent aux livres historiques. Il n'y a pas que moi. Il y a aussi Boudjedra à côté. On signe ensemble les livres. Avec Fadela, c'est une Algérienne qui vit en France. Elle aussi, son livre est intéressant. Et Rachid aussi, il a commis un livre qui est intéressant, Les contrebandiers de l'histoire. C'est-à-dire, c'est le même contenu, hein, on parle de la même chose. Et je trouve que beaucoup de jeunes s'intéressent à l'histoire, posent des questions. Et aussi, ça vient de toutes les régions. Hier, j'ai envoyé même des livres d'ici par des gens que je connaissais de Mascara pour leur remettre. Parce que la primeur, on va dire, la primeur est sortie chez Dal Hikma. Sinon, une très bonne ambiance. Et je pense le SILA de 2025, il est en train de monter en intensité. Ouais. Il a son empreinte, son estampille algérienne. Okay. Chers téléspectateurs, donc je vous invite à lire Kasmaïl, l'émir Abdelkader, face à la mascarade néocoloniale. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation, mon frère. Merci beaucoup Yazid et aussi à ton invité, un confrère donc, qui est journaliste, auteur Kasmaïl, pour donc être revenu sur sa nouvelle publication. Il s'agit donc du livre sur l'émir Abdelkader face à la mascarade néocoloniale. Voilà, et à présent, nous allons nous intéresser à la santé en compagnie de Ania. Ania, bonjour. Bonjour. Comment ça va, Ania? Ça va, merci. Ça se passe bien? Ça va. Alors, Ania, plutôt santé et environnement, paraît-il, sont très liés. Évidemment. Étroitement liés. Évidemment. N'est-ce pas, Samy? Bien sûr. Bonjour, Samy. Bonjour. Et justement, Samy, parmi nous, bah, j'y arrive, ça va, hein, j'y arrive. Et parmi nous, pour nous parler donc de l'environnement et donc tout ce qu'il faut faire, encore une fois, pour la protection de l'environnement. L'écologie. Plus que la sonnette d'alarme est tirée par les spécialistes, hein, n'est-ce pas, Samy? Oui. Effectivement. Alors, je reviens à toi dans un petit moment. Alors, Ania, beaucoup de personnes donc, se mettent au régime
n'est-ce pas? Exactement. Beaucoup de personnes se mettent en régime, surtout pour des raisons de santé, pour des raisons d'esthétique, à l'approche de l'été généralement. Et très très souvent, ces régimes alimentaires n'aboutissent pas, donc ils échouent. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons parler de ça, des régimes alimentaires, de certains régimes alimentaires qui échouent, c'est-à-dire l'objectif n'est pas atteint. Nous n'allons pas parler des régimes alimentaires qui vont viser l'amélioration de l'état de santé, car en nutrithérapie, ce n'est pas comme en diététique. Ouais. Certains régimes ne visent pas seulement la perte de poids, mais l'amélioration de la forme, l'amélioration de la santé, le suivi de l'accompagnement de telle ou telle prise en charge de certaines maladies. Là, aujourd'hui, on va parler des régimes restrictifs, trop restrictifs, qui ont tendance à échouer. Et pourquoi ces régimes échouent? Il y a plusieurs raisons. Parmi elles, le fait de ne pas avoir un suivi régulier. On va commencer à aller chez notre nutritionniste ou nutrithérapeute ou médecin nutrithérapeute et commencer un régime. Ne pas le suivre, car le régime, c'est des étapes. Il y a des régimes qui sont un petit peu stricts au début, on va dire drastiques au début, mais qui vont devenir plus dans la continuité, plus équilibrés. C'est des étapes. Un régime, vous savez, c'est des étapes. C'est bien étudié. Effectivement. Voilà, c'est peut-être quelques semaines, on va diminuer ça, ensuite on va viser à notre objectif. C'est un suivi. Et certaines personnes vont commencer ce suivi-là, ils vont voir qu'ils vont perdre du poids, ils ne vont pas continuer à voir leur médecin. Ils vont se dire, voilà, je commence déjà à perdre du poids, je vais continuer comme ça, je vais continuer avec ce régime-là. Et ça va devenir un régime beaucoup trop hypocalorique. Voilà. Et c'est là qu'on va parler du métabolisme de base. C'est un lien très fort avec le métabolisme de base. Pourquoi il y a cet effet yo-yo? Pourquoi certaines personnes commencent par perdre beaucoup trop de poids au début, ensuite reprendre peut-être même plus que le poids qu'ils avaient avant? C'est tout simplement lié, entre autres, à ce fameux métabolisme de base. On sait tous que le fait que notre simple respiration, le battement cardiaque, la vigilance, toutes nos fonctions basiques, on va dire vitales, pour simplifier, je vais utiliser des mots simples, toutes nos fonctions vitales vont brûler des calories. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin que de faire du sport ou une activité pour brûler des calories. On a ce qu'on appelle le métabolisme de base. C'est toutes ces fonctions qui nous maintiennent en vie, qui vont brûler des calories. Et ce métabolisme de base, il doit être respecté. C'est-à-dire que si un homme, ça change selon l'activité, l'état physiologique, que ce soit un homme ou une femme, mais le besoin calorique journalier, même s'il est variable, celui du métabolisme de base doit être stable. Si une femme ou un homme ont besoin de 2000 ou 2600 pour un homme kilocalories par jour, le métabolisme de base de 1300 kilocalories par jour doit être respecté. Si vous faites une restriction de plus de 500 kilocalories par jour, vous allez affecter le métabolisme de base. C'est-à-dire que votre corps ne va pas avoir suffisamment de calories pour des fonctions vitales. Et là, au lieu que le cerveau donne l'information au corps que va perdre du poids, ça va être en forme de mode survie. C'est-à-dire que le corps va penser que c'est plus la famine, qu'il faut aider le corps à manger. Comme on dit, le corps après il va se venger. Voilà. Il va se mettre non pas en mode régime, je vais diminuer ce qui est en trop, mais en mode, le mode survie, je vais pousser le corps à consommer plus. Et ce signal du cerveau va aller ça va en fait atteindre l'équilibre hormonal. C'est tout simplement hormonal. C'est-à-dire que la leptine, qui est l'hormone de la satiété, qui est d'ailleurs sécrétée par les cellules adipeuses, au lieu d'avoir cette hormone de la satiété, on va avoir la gréline, l'hormone de la faim, qui va être sécrétée par l'estomac parce qu'il y a trop de restrictions. On est encore une fois en mode survie. Et donc, ce sera une perturbation. C'est quand c'est trop restrictif, attention, ce n'est pas quand on fait un régime. Et ce mode survie va faire que le cerveau va donner le signal à l'estomac qu'il faut manger. On est en mode vital, respect des fonctions vitales. Et donc, il y aura plus de gréline, qui est l'hormone de la faim, et on va tendance à avoir
envie de manger plus. Il y a aussi le cortisol qui est une hormone du stress et qui est sécrétée lorsqu'il y a trop de frustration, parce que qui dit régime drastique, trop strict, trop longtemps, qui ne respecte pas les phases normales d'un régime bien accompagné, là aussi le cortisol, ça va stocker les graisses, ça va stocker les graisses un peu partout dans le corps et ça va faire que c'est un cycle interminable, on va dire, de faim, de stockage de graisse, au lieu d'avoir cet effet inverse de perte de poids et donc l'effet yo-yo juste par la suite. Justement, Ania, on parle effectivement beaucoup de calories, parce que c'est vrai que lorsqu'on est spécialiste, on parle beaucoup en termes de calories, mais un citoyen normal, on a un petit peu du mal à parler calories, à compter les calories, à savoir combien de calories. Et donc, c'est ce qui fait que finalement, les personnes tombent dans cette erreur. Et justement, j'allais justement parler, c'est une très bonne remarque, car en nutrithérapie, contrairement à la diététique classique, ce n'est pas en pesant chaque aliment, ce n'est pas en disant je vais prendre telle calorie aujourd'hui, je pèse telle assiette, je pèse tel aliment, c'est juste impossible. Quand on me demande il me faut combien de grammes de protéines, combien je vais vous dire combien, mais après vous allez en faire quoi? C'est des portions, et il faut s'habituer à savoir quelle portion prendre et diminuer l'assiette au lieu de toujours rester dans ce qui est varié. Toujours varier son alimentation, on peut manger de tout et surtout pour perdre du poids, il ne s'agit pas de diminuer les calories ou de diminuer la quantité seulement, mais d'adopter des habitudes de vie, des habitudes alimentaires, sauf pour certains cas précis où le régime est adapté, période précise, mais généralement pour perdre du poids, il ne s'agit plus en nutrithérapie en tout cas de suivre un régime trop strict, il s'agit plutôt d'adopter des habitudes d'alimentation variées. On peut se faire plaisir, des fois on me dit, voilà, vous êtes médecin nutrithérapeute, vous mangez un gâteau au chocolat. Évidemment que je mange un gâteau au chocolat, je ne mange pas que des carottes et des courgettes crues, mais c'est les portions qui font toute la différence. Alors on rappelle que Ania, c'est très agréable de parler avec elle de nutrition parce qu'elle elle n'est jamais dans la restriction. Voilà, je ne suis jamais dans la restriction avec Ania. En tout cas, merci beaucoup Ania pour ces conseils. Donc, ce qu'on va retenir, ce sont les portions. D'ailleurs, il y a même une astuce, c'est qu'il vaut mieux prendre un plat plus petit que d'habitude. Donc, c'est ce qui va nous pousser finalement à prendre des portions un peu plus petites. Donc, merci beaucoup. Ania, on disait la santé est liée étroitement à l'environnement, n'est-ce pas? Effectivement, oui. Et aujourd'hui, les écologistes et les spécialistes tirent la sonnette d'alarme par rapport à l'environnement. Beaucoup de belles choses se font en Algérie. Bien sûr, donc les experts ont tiré la sonnette d'alarme, particulièrement en Algérie. Donc on sait tous qu'on a un magnifique patrimoine naturel qui, malheureusement, le dérèglement climatique impacte beaucoup. Voilà, le réchauffement climatique. On peut, par exemple, le remarquer à travers beaucoup d'incendies, que ce soit dans les régions de Kabylie, dans la campagne ou bien dans le centre du pays. Mais bien sûr, pour pouvoir avoir un impact contre ce dérèglement climatique, nos jeunes, notre génération, la génération Z, fait beaucoup d'actions, voilà, pour ça. Donc, on peut par exemple parler de Nzla, une association à Oran, ou aussi Jamaïat al-Baraka à Alger, et Greenleaf à Tizi Ouzou, qui mènent des campagnes de reboisement. On a vu par exemple une campagne de reboisement qui était vraiment magnifique, qui voulait planter 1 million d'arbres à Annaba en un seul jour. Et ça a été fait, l'objectif a été atteint. Et donc, c'est vraiment toutes ces petites actions qui, quand on les fait en groupe, mènent à une protection de l'environnement. Donc, pas mal d'étudiants aussi ont un grand impact sur l'écologie, comme par exemple un groupe d'étudiants, j'avais vu ça passer vite fait, qui avait créé une start-up à Constantine pour faire des panneaux solaires low cost. Donc on sait tous que les panneaux solaires vraiment sont un peu chers, donc ils ne sont pas à la portée de tout le monde. Mais voilà, ils ont trouvé cette solution pour pouvoir avoir une énergie renouvelable à petit prix. Donc voilà. Très intéressant, les étudiants ils font un travail colossal. Effectivement, oui, ils font un travail fou. Aussi tout ce qui est recyclage. Donc il y a pas mal d'associations à Alger qui sont comment dire,
qui ont été créés, fondés par des étudiants qui servent au recyclage. Ils recyclent des bouteilles en plastique, plein de choses pour en faire des meubles comme celui-ci. Donc voilà, c'est très impressionnant. Et aussi, l'écologie a un rapport avec tout, pas seulement la jeunesse, mais aussi avec les livres. Donc on a vu passer le Sila récemment. J'ai vu passer le livre de Fatima Wassa qui était Terre et Liberté, qui rendait hommage à nos terres et à la mer, à l'écologie en général et à comment l'antiracisme a vraiment une très bonne relation avec voilà, l'écologie. Donc, écoutez, l'écologie, c'est avant tout, ce n'est pas juste un débat, c'est l'avenir. Donc, pour éviter tout ce qui est sécheresse, donc on a un sérieux problème de sécheresse et aussi les incendies de forêt. Je dis qu'il faut, comment dire, prendre au sérieux ce problème, qu'il faut agir et que bien sûr chaque action compte. Et donc voilà, se mettons tous main dans la main, on peut avoir un sérieux impact. Éric Emmanuel Schmitt, dans son livre, je ne sais pas si vous le connaissez, Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, avait dit, bon c'était une métaphore, l'homme était minéral, puis végétal, puis animal. Vous voyez, donc il a aussi dit que animal, il ne l'oubliera jamais, il a tendance à le redevenir. Mais voilà, donc à chaque fois que vous êtes là à profiter du beau temps, à bronzer, imaginez comme si que vous étiez la plante que vous étiez dans une autre vie. Donc on peut comprendre vraiment ce besoin, cette relation avec la nature dont on ne peut pas se passer. Voilà, effectivement. Et donc tu nous as même énuméré quelques associations qui font un travail, oui. très très beau travail effectivement, sur terrain pour la sensibilisation, pour l'accompagnement, pour le reboisement, parce qu'il faut des actions concrètes sur terrain, effectivement. En tout cas, merci beaucoup. Merci, ça n'était pas en régime, non? Oh non, pas du tout. Non, du tout. Non, c'est pas... je ne sais pas me priver. Hein. Mais changer les habitudes alimentaires, c'est important quand même. Diminuer les portions. En tout cas, merci beaucoup. Merci Samy, merci Ania, merci d'avoir été parmi nous. On se retrouve très bientôt. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup. Alors, tu parlais justement, Samy, du Sila. Ça te dit d'aller faire un tour maintenant au Sila? Oui, je voudrais bien, on y va. On va y aller au Sila en compagnie de Fla Bennour, elle qui a rencontré une autre autrice, cette fois-ci qui présente d'ailleurs son livre. Il s'agit donc de Jawida Ibn Zakri. Je vous laisse voir cet entretien. On se retrouve juste après. Un autre jour, une autre rencontre, une très belle rencontre, je dirais, avec une autrice qui vient de l'autre côté de la rive. On dit une autrice, c'est ça? Oui, on peut le dire. Donc, bonjour Madame Jawida Ibn Zakri, ravie de vous ravie d'être là aussi. Dans cette 28e édition du Salon du Livre International. Oui, je suis ravie aussi, c'est la première fois, donc c'est super. J'allais vous poser la question, donc vous avez répondu, c'est la première fois. Qu'est-ce que vous avez fait d'être ici? En plus, la veille d'un 1er novembre. Absolument, oui, c'est ça. C'est beaucoup d'émotions de revenir. D'abord, c'est mon pays d'origine et ça reste mon pays. Et de revenir dans ces conditions, c'est quand même un cadeau incroyable pour moi. Voilà. Très bien. Votre livre s'intitule En remontant la rue d'Idouche. Oui. Didouche, c'est Didouche Mourad, c'est référence à Didouche Mourad, une figure emblématique de la Révolution, la Révolution, très symbolique. Mais on va dire que votre livre, votre roman, est plutôt dans la mémoire, et la mémoire dans le sens le plus large. N'est-ce pas? Absolument, dans le plus large, mais aussi très 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 particulier, parce que ça fait référence à des mémoires, à des souvenirs très intimes souvent. Et c'est à partir de cette mémoire intime que je peux parler aussi de tout ce qui s'est passé en Algérie à une certaine période, qui est celle des années 70 en fait, surtout. Vous avez quitté il y a 20 ans l'Algérie? Alors plus que ça, moi j'ai quitté à l'âge de 23 ans, donc ça fait un certain nombre d'années. Mais j'ai vécu effectivement ma jeunesse, l'enfance et la jeunesse à Alger. Et dans cette fameuse... rue Didouche Mourad. Qui est emblématique aussi. Qui est emblématique, oui, c'est la rue centrale. On a toujours considéré cette rue comme le cœur d'Alger, le cœur battant d'Alger. Exactement. D'ailleurs, vous voyez, dans mon titre, j'ai pas mis la rue Didouche Mourad, j'ai dit la rue Didouche parce que c'est comme ça qu'on l'appelle tous. On ne dit pas rue Didouche Mourad parce que c'est tellement connu que les rendez-vous, en général, on se fixe rendez-vous rue Didouche parce que c'est le cœur de la ville.
Et c'est vrai que c'est une rue très connue. Vous êtes titulaire d'une licence de lettres modernes obtenue à la faculté d'Alger. Oui. Mais j'ai continué mes études après à Nice. Et voilà, des études de lettres modernes où j'ai poursuivi ma maîtrise, ce qu'on appelait la maîtrise, le DEA, et puis le doctorat où j'ai fait aussi un travail sur des auteurs femmes, des autrices. À l'époque, on ne disait pas autrices, mais voilà, Colette et Elsa Triolet. Vous évoquez dans le livre tous ces souvenirs d'enfance, mais pas que. Non, effectivement, ce ne sont pas que des souvenirs d'enfance. Ce qui m'importait, c'était que la voix de la narratrice fasse des allers-retours entre les différents âges de la vie et les différents lieux dans lesquels elle a vécu et qui continuent de l'habiter. Ce qui m'intéressait, c'était ce mouvement naturel, comme je dis, de la mémoire, qui fait qu'un souvenir peut affluer d'un moment. On va raconter ce souvenir-là dans le détail. Et le chapitre suivant, eh bien, c'est la femme avec ses enfants qui peut aussi parler de son présent. Et donc, ce sont des allers-retours symbolisés par ce chapitre Vue d'avion, qui est où je parle vraiment de ce retour de l'avion. Symboliquement, c'est vraiment cet aller-retour entre Alger et Paris, Alger et Nice. Et voilà, c'est le mouvement de mon écriture au fond. Oui. Est-ce que le personnage vous ressemble? Oui. À quel point il vous ressemble ce personnage? C'est ça, c'est une très bonne question. Oui, c'est vraiment une écriture autobiographique, en effet. J'ai romancé parce que je veux que ça soit de la fiction, mais j'ai puisé vraiment dans mes propres souvenirs, effectivement. C'est ce qu'on appelle un peu l'autofiction, je crois. Mais le détail est important, d'ailleurs. Le détail est important, effectivement. Tout est basé sur le détail. Oui, ce sont des sensations que je vais raconter. Et puis aussi, j'ai beaucoup écrit, lorsque je parle de l'enfance, de l'enfant. C'est-à-dire, j'ai écrit, comment on dit ça, à hauteur d'enfant. On appelle ça écrire à hauteur d'enfant parce que j'ai voulu aborder certains sujets avec cet œil qui ne comprenait pas tout, mais qui ressentait beaucoup les choses. Et c'est comme ça. Un miroir aussi, non? Oui, si vous voulez, oui, comme un miroir, en effet. Un miroir qui reflète toute cette vie. On a choisi ensemble un passage. Demain, je descendrai au centre d'Alger et je retrouverai la foule indisciplinée, le marché Clausel et ses étals de mandarines et d'oranges Thompson, le torréfacteur, le poissonnier, les sardines incomparables. Certains marchands me reconnaîtront. Je discuterai avec eux et ils glisseront dans mon sac de course un bouquet de menthe et de coriandre. Ça vous interpelle? Ah bah oui. Je vous vois émue. Oui, parce que ça fait vraiment appel à la mémoire des émotions, effectivement, des sensations. Et ce sont des odeurs qui nous ont nourris, effectivement. Moi, j'habitais donc rue Didouche Mourad et le marché Clausel est tout en bas de... Bon, pour ceux qui habitent ici, ils connaissent bien. Et ça faisait partie du quotidien. Donc moi, quand je reviens, j'ai besoin de faire le tour et encore une fois de retrouver à travers, dans ma marche, dans ma promenade, pendant le séjour où je suis là, tout ce qui fait appel à la mémoire et à ce passé là qui reste olfactive aussi. La mémoire olfactive est très très importante puisque quand on ouvrait la fenêtre le matin, du 26 rue Didouche Mourad, les odeurs qui montaient je me souviens du marché Clausel, c'était le torréfacteur et toutes les odeurs de fruits, etc. C'était très fort. Et ma mère faisait son marché là-bas, etc. Donc pour moi, j'ai voulu écrire dans ce passage comment dans ces retours en tant que femme adulte et plus qu'adulte, comment grâce à finalement tout bouge, mais il y a des choses qui restent et qui reviennent et qui me nourrissent encore aujourd'hui. Une pensée forte à vos parents, c'est un hommage aussi, on peut le considérer comme un hommage à vos parents. Oui, c'est vrai. Ça m'émeut parce qu'effectivement, mes parents aimaient énormément lire, mon père lisait beaucoup, ma mère aussi, et ils ont toujours cru en moi, c'est-à-dire ma mère me disait... Elle espérait que j'écrive quelque chose parce qu'elle sentait, j'ai toujours eu une sensibilité littéraire depuis enfant
Et c'est vrai qu'elle attendait, elle me dit alors quand est-ce que tu vas l'écrire? Parce que je lui faisais lire les textes que j'écrivais, ça fait très longtemps que j'écris, et j'ai jamais pensé à réunir ces textes-là. Et puis un jour, je me suis dit, allez, je le fais, et voilà. Et je suis très contente finalement que ça devienne un objet, et que ce ne soit pas juste quelque chose de personnel que je lise toute seule dans ma chambre. Une transmission aussi peut-être. Ah oui, bien sûr. Et la transmission, vous espérez que aussi oui. transmettre. Oui, quelque chose du passé, effectivement. C'est une balade. Bravo, c'est vrai, c'est juste ce terme. C'est une balade. Je me balade. Et puis il y a un chapitre où la narratrice dit qu'elle revient avec ses filles qui sont nées en France, à Paris, et qui sont elles aussi construites de ce que je suis, de ce qu'est leur mère, effectivement. Et dans cette balade où je leur explique, où la narratrice explique à ses filles les différents points d'Alger, où elle leur montre tous les points de vue, etc., c'est à la fois une transmission et en même temps, ça lui permet aussi de se remémorer. Et ça, c'est un chapitre aussi où j'en parle beaucoup. C'est un premier roman, il y a d'autres projets en route. On peut en parler c'est pas encore tout à fait. J'écris, en fait, je procède souvent comme ça. J'écris beaucoup tous les jours. Et au fur et à mesure, il y a quelque chose qui se dessine, qui devient de l'ordre du projet, quoi. Qui prend forme. Et qui prend forme. Ouais. Qu'est-ce que vous retenez de cette manifestation? Oh là là, je suis très contente. Je trouve que d'abord, il y a beaucoup de monde, les gens aiment attendre. On sent que les gens attendent avec plaisir cet événement, et depuis qu'on est petit d'ailleurs, c'est comme ça, hein. On est venu souvent avec nos parents, et effectivement, on sent qu'il y a une effervescence, et je ne pensais pas un jour me retrouver là, à cette table, parler de mon roman. Merci Jawida. Merci beaucoup. Je rappelle que votre titre est En remontant la rue des Douches, qui me rappelle aussi beaucoup de souvenirs. À vous aussi, oui, c'est ça. Voilà, donc je vous le conseille. Je vous dis à très bientôt et à la prochaine rencontre. Merci beaucoup Fella donc pour cette belle rencontre et belle découverte. Donc je vous rappelle que Fella a rencontré une autrice qui se trouve en ce moment au niveau donc du Salon international du livre d'Alger. Il s'agit donc de Madame Jawida Ibn Zakri, voilà, qui a présenté son livre. Donc aujourd'hui c'est le dernier jour effectivement du Salon international du livre d'Alger. Si vous êtes donc de passage, c'est l'occasion donc de vous procurer plusieurs titres, puisque plusieurs éditeurs donc sont sur place, et vous aurez un grand choix. À présent, une autre belle rencontre que notre collègue Mariam Danis a faite, et cette fois-ci elle revient sur une très belle édition qui est une anthologie finalement de la musique classique algérienne qui se focalise sur le chant féminin d'Alger. Ce livre donc a été écrit par l'autrice donc Fazilet Dif, qui elle-même et donc fait partie de ce chant féminin. C'est Mariam Damis qui l'a rencontré dans cet entretien que je vous laisse découvrir. On se retrouve juste après. Bonjour et bienvenue. Nous sommes au Salon international du livre d'Alger, un lieu de rencontre, de découverte et de passion autour des mots. À mes côtés, Madame Fazilet Dif, auteure et une femme engagée qui œuvre à faire connaître le talent des femmes musiciennes et au rayonnement de notre patrimoine musical. Bonjour Madame Fazilet et merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci de me recevoir, Mariam. Alors, vous nous présentez votre ouvrage, Le chant féminin, fruit d'un lent travail de recherche sur la place et la voix des femmes dans la musique algérienne. Comment s'est déroulé ce travail? En fait, ce travail s'est déroulé en plusieurs étapes. Il y a eu le fait de commencer un petit peu à chercher à écrire. Au tout départ, je voudrais simplement rappeler, au tout départ, je chantais moi-même. Je chantais moi-même puisque je suis allée au conservatoire d'Alger, puis à Al Jazeera Al-Mousselia. J'ai eu la chance d'être l'élève de grands maîtres, Abdelghani Belkaïd et Abdelrazak Kharji au conservatoire, et Sidi Ahmed Serri à Al Jazeera Al-Mousselia. Une fois qu'on a passé le cap de chanter, de connaître les noubas et tout, on passe à un autre cap qui est celui de se dire comment faisaient celles qui étaient avant nous.
comment s'est développé ce chant qui est devenu chant féminin et comment sommes-nous, nous les femmes, arrivées à chanter la nouba et tout, qui, un temps, était réservé aux messieurs. Donc c'est effectivement un travail en plusieurs étapes. À une époque, je travaillais un petit peu à chercher à comprendre comment les mesma'at étaient venus sur la scène, si j'ose dire, et je me suis aperçue, bon, c'est pas vraiment le sujet de mon livre, mais je me suis aperçue que les mesma'at, et même à fois, elles remontent déjà, on arrive à les tracer au XVIIIe siècle. On les retrouve dans des ouvrages, au XVIIIe, au XIXe et bien évidemment au XXe. Et au XXe, celle qui pour moi a toute mon admiration et toute mon affection, c'est Malma Yamna Bint El-Hadj Mahdi, bien sûr, parce que en fait c'est elle qui a ouvert la voie définitive à toutes les suivantes pour l'accès à la scène, l'accès à chanter la nouba classique. Pourquoi j'insiste sur chanter la nouba classique? Parce qu'à une époque, ça ne se faisait pas. À une époque, les femmes n'avaient droit qu'à des petites chansons, ce qu'on appelait le Renat Ansa, des petites chansons pour les cérémonies familiales, les mariages, des choses comme ça. Mais Malma Yamna a cassé le rythme en disant non, moi je veux chanter la nouba, la grande nouba classique qui était réservée aux maîtres de l'époque. Et ma foi, elle l'a fait et elle l'a très bien fait. Elle a ouvert la voie à toutes les autres. Par la suite, il s'est passé de nombreuses choses dans la vie de tous les jours et dans différents écrits, je continue à parler de ces gens-là et j'ai fini par rencontrer et faire un travail avec la personne avec qui j'ai fait ce coffret qui est Faisal Ben Khalfat. C'est lui qui l'édite, les éditions New Sound de Tlemcen. Et Faisal a eu la gentillesse, l'amabilité de mettre aussi à ma disposition un nombre d'archives, des archives dont lui-même dispose, qui sont essentiellement des archives souvent de Tlemcen, mais parfois même quelques-unes d'Alger, dont essentiellement on retrouve Mustafa Aboura, son fils Khairdin. On a aussi des archives avec des chants a cappella de l'Arabi Bensari. C'est des choses que nous n'avons jamais entendues, mais nous les avons. Évidemment, des audios magnifiques et anciens de Radouane Bensari, le fils de Cheikh Al-Arbi, dont Radouane, le nom a été pris pour nommer l'orchestre de Faisal Ben Khalfat qui nous a accompagnés, nous les trois chanteuses qui interprétons des noubas dans ce coffret. Nous avons mis dans ce coffret deux autres chanteuses, Hasna Hani qui interprète une nouba dans le mode Zidane et une nouba dans le mode Rasluddin, une nouba dans le mode Zidane assez particulière parce que nous avons réussi à lui faire interpréter des poésies avec des mélodies que nous avons retrouvées, des poésies qui se sont quasiment éclipsées du répertoire habituel. Nous avons aussi avec nous comme interprète Nadia Ould Moussa. Nadia Ould Moussa a fait la performance d'interpréter une nouba Hassin, mais dans laquelle elle a choisi des pièces particulièrement compliquées. Des pièces dont Amsaddar qui s'intitule Doukla Winet, pour lequel un travail de recherche a été fait. C'était M. Sarri Sid Ahmed Sarri qui avait réussi à le réintroduire un petit peu dans le répertoire en faisant quoi? Il avait la poésie, mais il avait un petit peu, il lui manquait la mélodie. La mélodie, c'est comment il l'a fait pour la récupérer? Il a été mis en relation par Hamida Kateb, l'a mis en relation avec Si Mohamed Lekhel, lequel était Oukil de Sidi Mohamed à Alger. Et ce Mohamed Lekhel avait les clés d'équivalence qui permettaient à un connaisseur, bien sûr, ça ne peut pas être accessible à n'importe qui, mais un connaisseur comme M. Sid Ahmed Sarri a réussi à comprendre les clés d'équivalence du chant religieux et à récupérer des mélodies pour le chant profane, ce qui nous a permis de récupérer de nombreuses mélodies, dont celle que Nadia Ould Moussa chante, Doukla Winet, qui est une petite merveille. Justement, est-ce que cette recherche vous a permis de redécouvrir des figures féminines ou des traditions musicales? Alors c'est très compliqué parce que les figures féminines, pourquoi sont-elles difficiles à trouver? Il y a un mélange de beaucoup de pudeur dans la société. On ne met pas trop les femmes en avant parce qu'on veut les préserver. Et pendant très longtemps, pendant de très très nombreuses années, elles ont été éclipsées dans le sens où elles ne se produisaient quasiment que dans des cérémonies familiales, dans la partie féminine des cérémonies familiales, qui n'étaient pas les cérémonies d'aujourd'hui où on a des cérémonies totalement mixtes. Ce qui fait qu'elles avaient un programme spécifique pour les fiançailles, les mariages, le henna, les tahara, hafafaloula, différentes choses comme ça. Mais de là, on a quelques noms.
On a quelques noms de ces personnes de l'époque, mais c'est regrettable parce que l'histoire n'a retenu quasiment que des noms. Elle n'a pas forcément retenu les parcours de ces personnes. Elle n'a pas retenu comment ces gens ont appris la musique. Par exemple, si je remonte un petit peu loin, il y a dans un ouvrage que j'ai eu le plaisir d'avoir entre les mains et pouvoir travailler, on parle au XVIIIe siècle d'une Fatma al-Kamanja. On retrouve un petit peu de sa vie parce que le jour de son enterrement, on est à l'époque ottomane, le jour de son enterrement, dans les registres de Beit el-Mal de l'époque, il a été mentionné qu'elle était musicienne, violoniste, qu'elle a laissé un petit patrimoine. Mais moi, ce qui m'aurait beaucoup plus fait plaisir de trouver, qui a formé Fatma al-Kamanja? Qu'est-ce qu'elle connaissait comme chanson, qui lui a appris ces choses-là? Mais ça, je ne le saurais pas. Et le travail sur ce type de personnes, de personnages, est très compliqué. Bon, je ne perds pas trop espoir de trouver d'autres informations sur différentes autres musiciennes. C'est pas tellement... Honnêtement, je vais pas être méchante, je vais être un petit peu égoïste. Ce ne sont pas celles de mon époque qui m'intéressent, avec toute l'amitié que j'ai pour toutes mes camarades chanteuses et musiciennes, mais ce sont beaucoup plus les anciennes qui me plaisent parce qu'elles ont vécu à une époque beaucoup plus compliquée que la nôtre. Aujourd'hui, on a de tout, on a Internet, on a les QR codes, il y avait les CD, les machins, les trucs, on se connaît, on diffuse, on partage les réseaux, tout. Mais les anciennes, comment qu'elles ont fait pour résister, pour tenir, à conserver tout ça et à nous le passer? Mais justement, vous m'avez montré tout à l'heure qu'il y a un QR code au niveau de votre... Je vais vous le remontrer. Celui-là, je l'adore. C'est ce QR code. On a mis ce petit QR code-là. Quand vous allez sur ce QR code, vous le scannez comme on a l'habitude maintenant de le faire et va apparaître un mini-portail dans lequel vous allez trouver de nombreux documents. Ce n'est pas les écrits qu'il y a là-dedans, hein. On n'a pas dupliqué. Vous allez retrouver d'autres documents et vous allez trouver, chose intéressante, vous allez trouver les vidéos de Nadia Ouloussa interprétant Sanoubar Sin et les deux vidéos de Hasna Aouni interprétant Sanoubar Zidane et Sanoubar Zidane. Donc vous êtes très engagé dans la mise en valeur des femmes musiciennes. Pourquoi ce combat vous tient-il à cœur? Parce qu'elles se sont tellement bagarrées et puis vous savez, il y en a sur lesquelles on a tellement jeté l'anathème. Cheikha Tetma de Tlemcen, désolée de le dire, mais à son époque, ce n'était pas bien vu du tout. Elle avait commencé par être frère, ensuite elle a été formée en musique andalouse et elle maîtrisait des instruments, mais malheureusement, il y avait dans la société de l'époque, je dis bien la société de l'époque, beaucoup de candidatons. Et on jetait souvent l'anathème sur ces femmes qui décidaient de faire de l'art, de la musique, elles décidaient d'en faire leur vie. Et certaines, comme Tetma, ont été quasiment obligées de quitter leur ville. Elle a quitté sa ville, elle est allée ailleurs, elle a continué à travailler, à faire de la musique, à chanter, à jouer tout. Et un beau jour, elle a pu revenir. Elle a pu revenir avec les honneurs. Enfin! Et là, elles sont beaucoup plus nombreuses que les messieurs. Je vois le nombre de voix féminines que nous avons à l'échelle nationale. Et on les connaît aussi. Et on les connaît, bien sûr, on les connaît. Là, déjà, il y en a deux avec moi. Il y a Hasna Hani, il y a Nadia Ouloussa. Mais bon, les copines, je peux les citer. Il y a Behja Rahel, il y a Lila Borsali, et il y en a plusieurs autres. Il y a Asma, il y a Naïta Mara, il y a Mariam Ben Allel, il y a Nesrine Ghannim, pardon. Il y en a plusieurs. Et c'est très bien. Donc selon vous, quelles sont les plus grandes richesses justement de ce patrimoine? Les plus grandes richesses de ce patrimoine, c'est que il perdure. Nous arrivons à le garder dans le temps. C'est vrai que nous avons perdu beaucoup de choses, mais je crois que sa qualité essentielle, c'est sa survie. Il arrive à passer de génération en génération, non pas nos générations récentes, actuelles. Il vient de très loin. Un patrimoine qui vient de très très loin. Donc, je ne vais pas remonter à l'époque médiévale, ni ma foi presque, mais quand on reste, ne serait-ce que sur ce qui se passait à Constantine, à Alger et Tlemcen, vous savez que nous avons
ce n'étaient pas des femmes, mais nous avons réussi, grâce aux archives que nous ont laissées Mustafa Aboura, son fils Khaireddin, à Tlemcen, nous arrivons à remonter à la constitution d'orchestre quand même du XVIIIe siècle. C'est pas rien. Et ces gens-là eux-mêmes ont hérité d'un travail qui venait d'avant eux. C'est une mémoire que vous craignez de voir disparaître? Non, non. Non, ce n'est pas une mémoire qui va disparaître parce que nous avons maintenant tous les outils nécessaires pour la garder. La garder, non pas la figer, non pas la fixer, dire c'est carré, c'est comme ça et c'est pas autrement. Non, la garder avec toutes ses nuances. Et nous avons même de quoi retrouver des nuances que nous avons un peu occultées, que nous avons un peu éclipsées, que nous avons un petit peu oubliées. Et tout ça, ça permet de donner un panel beaucoup plus large à tous ceux qui ont envie non seulement de la pratiquer, c'est une chose, mais en plus de continuer à essayer de comprendre un petit peu mieux ces structures rythmiques, ces structures mélodiques, toute la théorie qu'on n'a pas fini de décortiquer. Vous avez d'autres projets peut-être? J'ai d'autres projets, il y a la suite parce que des inédits, il y en a quelques-uns là-dedans, mais on en a d'autres en réserve. Donc on est en train de les travailler. Et une fois qu'on les travaille, ma foi, on va les sortir au fur et à mesure. Et puis, en fonction de différents documents que nous avons réussi à trouver, nous sortirons au fur et à mesure les documents parce que nous avons un fonds documentaire, un fonds d'archives qui n'a pas été particulièrement, qui n'est pas connu et sur lequel on est en train de travailler, Faisal Ben Khalfat et moi. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, Mariam. Pour ce beau moment de partage. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis depuis le Salon international du livre d'Alger. Et à très bientôt. Merci beaucoup donc à Mariam Damis qui a rencontré l'autrice Fazilat Dif qui a édité donc ce beau livre, l'anthologie de l'anthologie de la musique classique algérienne, voilà, pour ne pas me tromper, qui est revenu sur le chant féminin d'Alger, un beau livre très très riche puisqu'il revient sur le parcours de certaines de ces femmes qui ont marqué de leur voix la musique algérienne, la musique andalouse particulièrement. Elles sont très très nombreuses effectivement. Là il y a eu un petit échantillon, donc des femmes d'Alger particulièrement qui ont été citées dans le livre. Donc bien sûr il y a des chanteuses de notre génération, les chanteuses avec lesquelles nous avons grandi, mais aussi des chanteuses, des voix de femmes qui ont même accompagné l'histoire de l'Algérie. Donc on parle de Nadia Ould Moussa, de Hasna Henni, de Fazilat Dif elle-même, donc qui a un parcours brillant dans la musique andalouse. On parle aussi donc de Mariam Fekay, effectivement, donc de plusieurs chants féminins. Mais ce qui est intéressant dans ce livre aussi, ou dans ce beau livre, dans cette anthologie, c'est pas que donc les portraits ou les parcours de ces femmes sur lesquels donc Fazilat Dif est revenue, mais c'est aussi l'explication de la Nouba elle-même, une explication donc très technique, hein, j'ai envie de dire, donc on peut le voir dans le livre, donc une explication de ce que c'est, donc des différents modes musicaux, alors très très détaillés d'ailleurs, qu'on peut voir sur certaines pages du livre. Alors je ne sais pas si je suis sur la bonne page, voilà, je suis sur la bonne page, j'étais en train de feuilleter d'ailleurs, et donc c'est très très bien expliqué de façon très technique, donc tout ce qui est autour de la musique andalouse et de la Nouba particulièrement. Alors ce qui est intéressant dans le livre aussi, c'est pas que les voix féminines, mais aussi tous ces hommes qui ont été les piliers de la musique andalouse, qui ont accompagné d'ailleurs ces femmes dans leur épanouissement musical, mais aussi dans la pratique musicale et aussi dans la préservation du patrimoine musical algérien. Ce qui est intéressant aussi dans le livre, ce qui nous retient, c'est le chant féminin à travers l'histoire. Donc effectivement, Fazilat Dif revient sur la partie, j'ai envie de dire, algéroise, mais elle revient aussi sur l'accompagnement du chant féminin à travers l'histoire, et elle
pas sur quelques millénaires auparavant, parce que effectivement le chant féminin accompagne donc une nouvelle naissance, par exemple, accompagne une festivité, un mariage, donc on revient un petit peu sur tous ces modes-là. C'est très intéressant. Donc le livre est disponible au niveau du Salon international du livre. Aujourd'hui, c'est la clôture. Si vous êtes de passage, n'hésitez pas à aller faire un tour. Voilà donc, nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Dans un petit moment, vous allez retrouver notre ami Myriam Oussaïd dans son émission L'Instant Matin. Pour ma part, je vous retrouve le week-end prochain et demain à partir de 8h en compagnie de notre ami Amel Rami. Au revoir.